présenter. Voilà, bonjour à tous. Donc moi je suis Jérôme Demerset, je suis cofondateur de Dastra. Dastra, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui édite un logiciel de gestion de la gouvernance RGPD notamment et du pilotage des données personnelles, en particulier le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur le sujet des transferts en dehors de l'Union européenne. Donc, un logiciel donc qui, s'adresse, à tout type d'organisation, effectivement en particulier aussi aux fonctions de DPO, mais bien évidemment pas que. On pourra aller plus loin sur ce sujet derrière. Je suis accompagné aujourd'hui de Estelle, donc je vais te laisser te présenter Estelle. Oui, bah, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, Estelle Penin. Donc, moi, je suis Legal Account Management Manager au sein de Dastra. J'ai rejoint Dastra récemment en CDI et je suis issue d'une formation plutôt juridique avec un master en droit du numérique. Et donc, bah, bienvenue dans ce webinaire sur les transferts. Je pense qu'on va pouvoir commencer tout d'abord sur une petite phase d'introduction, histoire de remettre un petit peu en place toutes ces notions. Donc, pour commencer, Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est qu'un transfert? Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire ça de manière un peu interactive. On a une présentation, on va la dérouler devant vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ou en tout cas qui arrivent au fur et à mesure, à les poser dans la barre de chat que vous trouvez en bas à droite. On les prendra, si on peut les prendre au fur et à mesure, on le fait, mais sinon, on les prendra à la fin, pour répondre donc à ces questions qui peuvent se poser. Juste aussi, sur ce sujet des transferts, donc c'est un sujet que nous, chez Dastra, nous connaissons plutôt assez bien. D'une part parce que, bah, aussi nous-mêmes, nous pouvons être concernés. Puis en plus de ça, voilà, le RGPD, c'est quelque chose dont nous suivons beaucoup l'actualité, dont nous essayons d'apporter beaucoup d'expertise aussi à nos clients. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir, donc, expliquer, de quoi on parle puisque, comment on peut, qu'on pourrait faire avec Dastra pour, traiter ce sujet. Alors, si l'on parle de transfert, de quoi parle-t-on? Alors, on va parler de transfert, au sens donc du RGPD. Il va s'agir notamment des transferts de données à caractère personnel. On entend par transfert donc toute communication, hein, de copie, de déplacement de données personnelles, donc qui vont être traitées dans un pays tiers à l'Union européenne ou par une organisation internationale. Ça, c'est la définition du RGPD à l'article 4. L'idée donc est assez simple. Vous avez des données qui transitent vers un pays en dehors de l'Union. Vous êtes dans le cadre d'un transfert. On va voir que c'est peut-être un peu plus subtil que ça. En tout cas, c'est une définition qui n'est pas dans le RGPD, puisque le RGPD ne définit pas en tant que tel la définition de transfert. Il va définir les contours de cette définition, mais la définition en tant que telle, il ne va pas le faire. Donc, quand on parle aussi de l'Union européenne, on parle également de l'espace économique européen. Il ne faut jamais l'oublier, mais ça concerne 3 pays qui sont le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. Un Peut-être petit peu oui, vas-y, pardon, Non, Estelle? j'allais juste te dire, peut-être préciser justement cette définition, parce que si on s'en tient à la définition, le simple accès aux données depuis un pays tiers entrerait dans cette définition de transfert. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors effectivement, ce qui a été précisé pour essayer justement de pouvoir bien déterminer de quoi on parle, le Comité européen de protection des données, donc l'ensemble des CNIL, on va dire européennes, a adopté des lignes directrices, très récemment, donc il y a en novembre dernier sur, donc pour apporter une définition d'un transfert de données hors de l'Union européenne. Heu, le CEPD retient 3 critères cumulatifs, importants pour pouvoir, préciser qu'il s'agit d'un transfert. Alors il faut le savoir aussi une chose, c'est que ces lignes directrices sont aujourd'hui en consultation publique. Ça veut dire qu'elles ne sont pas définitives, même si, bon, on va dire que l'esprit du texte, je pense, ne va pas vraiment changer, mais en tout cas, il y aura peut-être des précisions qui seront apportées à la suite, de cette consultation publique. Alors, il y a 3 critères cumulatifs
donc qui vont déterminer qu'il s'agit d'un transfert. La première chose, c'est que il faut que, ce transfert concerne donc des organismes responsables de traitement sous-traitants qui sont soumis au RGPD, pour ce traitement. On va le voir, hein, mais être soumis au RGPD, ça veut dire donc respecter, rentrer dans les 2 critères de ciblage ou de résidence et donc ça veut dire de traiter des données à caractère personnel de résidents européens. Ensuite, il faut aussi que, cet organisme, donc que l'on va situer, donc que l'on va, qualifier d'exportateur, puisque c'est lui qui va être dans cette démarche de faire transiter, des données, doit faire cette action de divulgation des données à un autre responsable de traitement ou sous-traitant, à une autre organisation qui aura cette qualification de responsable, ou de sous-traitant, et qui va aller, récupérer des données à caractère personnel. Donc il faut qu'il y ait cette action de transmission entre 2 organismes et ça, c'est des choses qui sont importantes. Ça veut dire que, voilà, si on transmet des données à un particulier, a priori, le particulier ne va pas être lui, dans le soumis au RGPD. Et ensuite, troisième critère cumulatif, il faut que l'importateur, donc la société, l'organisation qui reçoit les données, évidemment, se trouve dans un pays tiers ou une organisation internationale, ce qui paraît évidemment assez logique, pour qualifier ce processus de transfert. Donc, un responsable de traitement, un exportateur soumis au RGPD, une transmission entre un importateur qui ont ces qualités donc de responsables, en tout cas qui ont des responsabilités sur le traitement, et enfin un importateur qui se trouve dans un pays tiers ou une organisation internationale. D'accord, donc on a 3 critères cumulatifs et quand tu nous parles en fait de données, est-ce que toutes les données sont concernées par ces transferts? Et bien évidemment, pas forcément, puisqu'on l'a vu, ce qui est important, c'est que le traitement soit concerné par le RGPD. Donc, on va parler des données à caractère personnel, bien évidemment. Donc, on va reprendre là la définition classique du données à caractère personnel. Les données soit directement, soit indirectement identifiantes, donc qu'elles soient chiffrées ou qu'elles soient pseudonymisées ou qu'elles soient directement identifiantes, on va être dans le cadre de données personnelles, mais évidemment les données qui sont anonymisées ne seront pas concernées par ces sujets, puisque dès que l'on anonymise les données, nous sortons, effectivement, on va sortir du périmètre donc des obligations du RGPD, puisque on ne sera plus dans un cadre de données à caractère personnel. Il n'y aura plus possibilité de réidentifier les personnes. Oui, c'est ça, puisqu'une donnée anonymisée rend impossible toute identification de la personne et ce, de manière irréversible. Mmh. D'accord. Et donc si on fait un petit peu un point maintenant sur l'actualité, on va peut-être commencer par revenir sur les grandes décisions des dernières années. Donc, je vais bien sûr parler des arrêts Schrems. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau, dans la réglementation aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, bon, on en parle beaucoup aujourd'hui des transferts, qui plus est, on a vu très récemment que, un nouvel accord était, en question, donc on va pouvoir l'évoquer. Effectivement, le sujet de départ, ce sont les arrêts Schrems. Alors, de quoi parle-t-on? Ces 2 arrêts, des décisions qui ont été rendues par la Cour de justice de l'Union européenne, qui est la plus haute juridiction, européenne, qui va statuer sur l'application des traités ou en tout cas du droit européen. Ces 2 décisions, donc de 2015 et de 2020, ont été prises sur, sur la base donc de de contentieux réalisé à travers Max Schrems, vous avez sûrement tous entendu parler, donc un juriste autrichien qui aujourd'hui a fondé une association qui s'appelle NOIB, pour pouvoir justement, mettre à l'épreuve, en tout cas le RGPD, au travers, donc de la réalité et donc les cas d'usage concernaient notamment, l'utilisation, des données donc de Facebook, qui étaient transférées aux États-Unis. Au regard des différentes étapes des procédures, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais il y a eu 2 invalidations des dispositifs qui permettaient l'encadrement des, transferts de données
entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc ça a été un peu voilà, ça a été assez terrible, ça a été un peu des révolutions puisque ça a fait beaucoup parler et en particulier parce que les États-Unis, voilà, il y a beaucoup d'informations qui circulent vers les États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'outils qui circulent vers les États-Unis. Donc 2 décisions, le safe harbor, c'était le première décision d'adéquation avec les États-Unis et le privacy shield, donc qui a été annulé, qui a été invalidé donc en 2020. Ça veut dire que depuis, les transferts de données vers les États-Unis ne peuvent plus être faits sur cette base-là, ce qui a compliqué pas mal les choses. On a vu, on va le voir, et pour information, donc il y a eu effectivement un accord de principe qui a été annoncé le 25 mars dernier entre les États-Unis et l'Union européenne pour un nouveau cadre de transfert transatlantique. Alors on attend beaucoup de choses sur ce sujet-là. Il n'y a pas de texte encore à proprement parler qui est diffusé. Ce qui a été un peu annoncé notamment par Didier Reynders, donc notre commissaire européen sur la justice, c'est que ce ne serait pas de toute façon avant la fin de l'année 2022 que le texte arriverait, puisqu'il faut au moins quand même quelques mois de consultation entre le DPP et puis également la production du texte. Il faut aussi qu'il y ait des modifications côté américain. Voilà, alors il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui sur cet accord. On veut déjà, avant même qu'il soit né, le tuer. Peut-être qu'on peut lui donner une chance ou pas. En tout cas, effectivement, il sera certainement éprouvé et à nouveau devant la Cour de justice de l'Union européenne, pour en vérifier sa conformité au droit européen. Voilà. En tout cas, on peut accueillir évidemment le fait qu'il y ait un nouvel accord là-dessus qui va aussi faciliter et enlever, je dirais, une épine du pied pour pas mal d'acteurs au niveau économique. Enfin, bon, ça, c'est un sujet, on pourra en parler. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Le Brexit, qui a été un sujet sur les transferts les transferts, puisque évidemment, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Donc, il y a 2 ans. Ça veut aussi dire que les transferts n'étaient plus possibles. Il y a eu une phase de transition. Aujourd'hui, il y a eu 2 décisions d'adéquation, hein, donc qui ont été adoptées par la Commission européenne pour pouvoir transférer de manière libre, les données vers le Royaume-Uni. Voilà, le Royaume-Uni ayant encore aujourd'hui une, législation avec un niveau équivalent au niveau, du RGPD. Ça ne veut pas dire que ça va évoluer, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Un autre sujet qui a fait beaucoup parler, on parle de Google Analytics. Google Analytics récemment, puisque surtout en France avec la CNIL, la question de Google Analytics, c'était la question des transferts vers les États-Unis. Il faut savoir que Google Analytics, le sujet date justement du lendemain de la décision de la CJUE, l'association NOID, donc qui était à l'origine de cette décision, via Max Schrems, a déposé 101 plaintes auprès donc des différentes autorités de contrôle en Europe, dont quelques-unes pour la France. Et donc, ces plaintes concernaient notamment Google Analytics, en tout cas, sur ce sujet, et les transferts qui sont réalisés par Google dans le cadre de la mise en place du service Google Analytics. Donc, nécessairement, on s'attendait évidemment à ce que ces plaintes aboutissent à une violation du droit européen via l'utilisation de Google Analytics. Alors, c'est peut-être un peu plus complexe que ça, mais aujourd'hui, effectivement, en l'état, les CNIL européennes ont été amenées à prendre des décisions qui permettent de soulever que les transferts, en tout cas réalisés par Google, sont aujourd'hui illégaux. Alors, c'est des éléments qui sont contestés par Google, et cetera. Donc, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont en cours sur ce sujet. Néanmoins, évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la CNIL a donc à qualifier ces transferts d'illégaux. Et donc, en rendant cette décision publique, se positionne aussi en disant que dans l'état actuel des configurations de Google, sachant qu'on n'a pas forcément le détail dans la mise en demeure qui a été publiée. En tout cas, les transferts ne seraient pas possibles avec les garanties apportées par Google. Bon, ça c'est un sujet aussi qui a beaucoup fait parler. D'accord, et donc par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer là sur les Mmh. transferts, la notion de transfert et les enjeux au niveau de l'actualité, finalement, c'est quoi l'enjeu pour le responsable de traitement?
Alors, l'enjeu pour le responsable de traitement, donc quand on parle du responsable de traitement, ça va être notamment l'enjeu pour l'exportateur, parce que ça va être à la fois le responsable de traitement ou le sous-traitant, ça va être de maîtriser finalement, les transferts de données qu'il va être amené à réaliser en dehors de l'Union européenne. Puisqu'on voit qu'effectivement aujourd'hui, les transferts, sont, particulièrement sensibles et font l'objet donc de vérifications plus poussées, et en particulier parce que les conditions ne sont plus aussi simples qu'auparavant, en particulier au regard des arrêts Schrems. Donc, ce qui va être important pour un organisme, ça va être de bien identifier déjà ces transferts, s'assurer que notamment les conditions d'encadrement sont bien bonnes et notamment conformes. En particulier, on va parler des contrats et également que le respect des obligations du RGPD sur ces transferts est bien en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que les amendes potentielles en cas de violation de ces dispositions du RGPD. Donc, on est sur le maximum, à savoir 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise ou 20 millions d'euros d'amende dans le cas des éléments les plus, de la sanction la plus élevée. Voilà. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut prendre en compte, surtout, et ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, les autorités de contrôle ont la capacité surtout de faire cesser des traitements et de faire cesser des transferts. Et on voit que finalement, ce qui s'est passé dans la décision Google Analytics, ça a été véritablement de faire cesser donc l'utilisation de Google Analytics pour faire cesser donc ce transfert. Donc au-delà même de la sanction, puisqu'il n'y a pas eu de sanction dans le cadre de Google Analytics par exemple, il y a eu une mise en demeure, l'enjeu ça a été de demander sous un mois à l'organisme de cesser d'utiliser Google Analytics et donc de passer sur autre chose, ou en tout cas de cesser du Google Analytics dans ces conditions. Ça veut aussi dire que pour une organisation, les transferts parfois peuvent concerner des activités assez essentielles et donc il faut arriver à anticiper ces choses-là, et à anticiper le risque qu'il peut y avoir sur l'utilisation de tel ou tel outil, par exemple, ou de tel ou tel sous-traitant qui transférerait des données en dehors de l'Union européenne sans que ce soit dans des conditions, conformes. Voilà. Donc il y a un gros travail de cartographie des traitements et d'encadrement des transferts pour le responsable de traitement. Mmh. Et donc comment le responsable de traitement, il peut identifier justement des pays qui offrent un niveau de protection équivalent et qui répondent aux exigences du RGPD? Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a des pays qui sont reconnus par la Commission européenne, donc comme étant des pays qu'on dit adéquats. C'est-à-dire que le niveau de réglementation, sur la protection des données personnelles dans le pays, a un niveau substantiellement équivalent, avec le RGPD. Et en tout cas, ça fait l'objet d'une décision, donc une décision écrite, accessible à tous, qui permet de valider que, bah, la législation locale, voilà, est conforme aux grands principes du RGPD. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays donc, qui sont reconnus comme étant adéquats. Ça veut dire que pour ces pays-là, il y a la possibilité de transférer les données donc de manière libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'encadrement plus avancé que le simple fait de déclarer qu'on fait un transfert vers un pays donc qui fait l'objet d'une décision d'adéquation. Il peut y avoir aussi des décisions d'adéquation partielles. C'est le cas notamment pour le Canada aujourd'hui où on va avoir uniquement une décision d'adéquation pour le secteur commercial, essentiellement. Par exemple, voilà, si vous transférez des données RH au Canada, eh ben, vous ne pouvez pas rentrer dans ce cadre-là. Donc, de décision d'adéquation, il faut encadrer les transferts de manière différente. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est à ma connaissance le seul cas de décision partielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Voilà, aujourd'hui, on retrouve un certain nombre de pays qui sont reconnus adéquats. Alors, vous avez une carte très bien faite sur le site de la CNIL hein, qui vous évoque le niveau d'adéquation, des pays, le niveau de conformité des pays au RGPD, on va dire en tout cas de mutuelles, dans le monde et ça vous permet de voir tout de suite les pays adéquats. D'accord, donc il faut quand même rester vigilant en fait en cas de décision d'adéquation partielle qui sont possibles, en tout cas pour le Canada aujourd'hui. Tout à fait.
Et donc, par rapport à ce que tu nous disais, il semble qu'il n'existe pas que les décisions d'adéquation. Donc il est possible que certains pays offrent des mesures complémentaires. Peux-tu nous dire en quoi ces garanties consistent? Oui, bien sûr. Alors, il y a des garanties qui doivent être apportées pour encadrer un transfert. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par définition, le transfert de données en dehors de l'Union européenne est interdit. Donc, on va être à chaque fois dans des exceptions qui vont permettre de outrepasser cette interdiction. Donc, pour ce faire, il faut utiliser des garanties. Alors là aussi, on a repris le site de la CNIL qui est assez bien fait, qui nous explique quels sont ces différents types de garanties qu'on peut avoir. On va retrouver des garanties plutôt plus classiques, plus utilisées que d'autres, et en particulier, les garanties principales qu'on va retrouver, ce sont des clauses contractuelles type. Aujourd'hui, les transferts peuvent être donc encadrés par un contrat, et ce contrat va encadrer la relation entre l'importateur et l'exportateur et va prévoir donc des éléments essentiels pour s'assurer que l'utilisation par l'importateur donc des données est bien conforme, en tout cas aux exigences et aux principes du RGPD. Ça veut aussi dire, et on va le voir, que donc dans le cadre de ces clauses contractuelles, le niveau donc de législation sur la protection des données personnelles dans le pays destinataire doit être aussi évalué pour éventuellement mettre en place ce qu'on appelle des mesures complémentaires de protection des données personnelles pour s'assurer, par exemple, que les données euh, ne sont pas, en tout cas utilisées à d'autres fins que ce qui est prévu par le contrat et en particulier, on c'était tout l'objet des arrêts Schrems dans le cadre des services de renseignement américains, qui pouvaient accéder aux informations sans avoir à informer, donc les personnes concernées, ni d'ailleurs l'importateur, et donc aussi sans pouvoir apporter de garantie, donc dans le de recours effectif pour les personnes concernées, donc qui se voyaient, donc qui voyaient leurs données, collectées par, les services de renseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place et on va pas forcément rentrer dans le détail des mesures complémentaires, ça je vous renverrai un article qu'on a fait sur ce sujet, qui peuvent être mises en place pour pouvoir vous assurer que, le niveau de conformité est assuré. Alors ça, ce sont les clauses contractuelles type. C'est à peu près 80. Je les évoque en premier parce que je pense que c'est à peu près 90 des conditions, des garanties utilisées pour encadrer les transferts aujourd'hui, en dehors des décisions d'adéquation, puisqu'elles vont permettre d'avoir aussi cette souplesse d'utilisation, entre 2 acteurs. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des BCR. Ce qu'on appelle les BCR, c'est les règles contraignantes d'entreprise. C'est un mécanisme qui va surtout être utilisé dans les cadres d'un groupe d'entreprises, qui va avoir des sociétés sœurs et filles, et mères dans le monde entier et donc l'idée, c'est de pouvoir partager, les informations au sein même de ce groupe, d'entreprises dans tous les pays, à travers un cadre sécurisé qui sera dans ce, corpus de règles qu'on appelle les BCR. Ces BCR font objet donc évidemment de de décisions, de validation par les autorités de contrôle. Donc c'est un processus qui est très long. Vous avez aussi d'autres moyens, donc on va pas forcément rentrer dans le détail, mais des mécanismes de certification, des mécanismes de code de conduite. Alors ça, ce sont des mécanismes qui sont, propulsés, soit par les acteurs d'un secteur, les responsables de secteurs d'activité et qui sont aussi approuvés par les autorités de contrôle. Dans le cadre de certains secteurs d'activité, un code de conduite, par exemple, peut être, adopté et donc prévoir que des transferts peuvent être faits dans telle situation, dans tel cas, selon telle garantie. Une approbation par une autorité de contrôle validera le fait que ces transferts puissent être faits. Voilà. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas encore aujourd'hui très, très, utilisées. Il y a un code de conduite qui a été approuvé récemment, notamment concernant les éditeurs, cloud de plateformes cloud
Hem, mais il y a encore assez peu aujourd'hui de codes de conduite approuvés. Les mécanismes de certification, ce sont des mécanismes de certification notamment, sur des traitements de données. Donc aujourd'hui aussi, c'est pas quelque chose qui est encore en place, de manière très avancée. Des décisions d'adéquation, on en a parlé. Vous pouvez avoir aussi des clauses contractuelles type adoptées par, les autorités de contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, celles qui font la majorité des cas d'utilisation sont les clauses contractuelles type de la Commission européenne. Donc ça, vous pouvez aussi, on vous a mis aussi dans Dastra un lien pour les visualiser et d'autres éléments, des instruments juridiques contraignants entre des autorités publiques. Vous pouvez avoir aussi des clauses contractuelles ad hoc avec autorisation de la CNIL ou des arrangements administratifs entre autorités, qui peuvent être faits. Voilà, ça c'est je dirais assez, spécifique. Le cas aussi qui peut être intéressant, ça peut être le cas des dérogations. Un cas qu'on pourrait, des dérogations à tous ces mécanismes qu'on a vus juste avant. Ce sont, en particulier, des cas à prendre, je dirais, de manière, de f de faire très attention parce que effectivement, c'est très encadré. Les dérogations, c'est quand aucune des garanties appropriées qu'on a vues auparavant ne peuvent être mises en œuvre. Voilà, c'est prévu par l'article 49. Il y a un certain nombre de possibilités de pouvoir transférer des données en dehors de l'Union européenne dans des cas bien précis. Ce qu'il faut, bien avoir en tête, c'est que ces types de dérogations ne doivent pas être des règles générales et systématiques. Vous pouvez, transférer des données sur la base du consentement, dans le cadre d'un contrat, et cetera. Néanmoins, il faut que ça reste exceptionnel. Il ne faut pas que ce soit effectivement quelque chose de systématique. On pense par exemple, Google Analytics n'aurait pas pu aujourd'hui, fonder donc, les transferts sur, le consentement explicite des personnes puisque on n'est pas sur quelque chose donc, d'exceptionnel. En fait, il ne faut pas qu'il y ait un caractère répétitif, il faut que ce soit limité. Voilà, il faut que ça réponde à des intérêts légitimes impérieux. Vraiment ces cas d'usage sont a assez exceptionnels. Heu, voilà. D'accord, donc si on résume un peu, on a des décisions d'adéquation, on a des garanties, donc en tant que mesures complémentaires notamment, et qui sont encadrées, et on a les dérogations, mais ça, c'est des dérogations, c'est possible, mais dans des cas limités, il ne faut pas que que les transferts aient un caractère répétitif. D'accord, et donc si on en vient un peu à Dastra, en pratique, comment on fait avec Dastra pour gérer ces transferts, notamment parce ce qui a été dit avant, les garanties, les décisions d'adéquation, les dérogations, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Alors, avec Dastra, l'objectif, c'est ce qu'on a vu, le premier, de répondre à des enjeux, notamment de pilotage, d'identification aussi des différents transferts, pour pouvoir s'assurer que, les bonnes mesures de conformité sont mises en place pour les encadrer. Première chose donc, ça va être pourquoi gérer finalement ces transferts? On l'a vu, c'est aussi l'obligation de d'accountability qui, est mise en avant. L'organisme donc, qui traite des données à caractère personnel, qu'il soit sous-traitant ou qu'il soit, responsable de traitement, a une obligation de responsabilité. L'accountability, il doit être en mesure de prouver donc qu'il respecte bien les règles prévues par le RGPD, en particulier les règles concernant les transferts de données en dehors de l'Union européenne, qui sont prévues donc au chapitre 5 du RGPD. Aujourd'hui, ça veut dire que, il faut que l'organisme puisse expliquer, puisse prouver qu'il a bien, déterminé, répertorié ces transferts et qu'il les a bien maîtrisés. Aussi, la conséquence de ça, c'est qu'il doit pouvoir en informer les personnes concernées par les traitements qu'il met en œuvre, qu'il transfère les données vers des pays en dehors de l'Union européenne. Il doit aussi s'assurer que les contrats, donc qui encadrent des prestations, par exemple, de traitement de données avec des partenaires, avec des sous-traitants, encadrent bien les transferts à travers, par exemple, les clauses contractuelles types qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, dans Dastra, ce qu'on peut identifier, c'est d'avoir quatre objectifs principaux. Le premier qu'on a évoqué, donc répertorier, visualiser les transferts. Ensuite, retrouver et gérer ces contrats et les DPA, par exemple, dans Dastra, vérifier qu'on a bien mis des mentions d'information et en tout cas en amener une preuve. Et puis, comme les transferts, ça fait partie finalement de la cartographie, du registre, l'idée d'avoir une gestion collaborative autour de ce sujet.
OK, donc est-ce que tu peux nous évoquer un peu point par point comment on fait vraiment avec Dastra aujourd'hui pour répondre à ces objectifs? Oui, tout à fait. Alors, la première chose, pour identifier, rapidement ces transferts, dans Dastra, on va le faire grâce au module registre. Vous avez la possibilité de créer des fiches, évidemment, de traitement, donc qui vont concerner les activités de traitement. Et dans ces fiches de traitement, vous aurez des étapes qui vont vous permettre de documenter les transferts. Quand vous allez ajouter un destinataire, en particulier, un destinataire, ça va être l'organisme qui reçoit les données, et ben vous allez pouvoir invoquer, en tout cas évoquer le fait qu'il y a un transfert de données qui est réalisé avec ce destinataire. Nécessairement, un transfert implique de donner les données à quelqu'un d'autre, donc à quelqu'un qui va recevoir les informations. Ce sera un destinataire dans lequel vous pourrez et que vous pourrez associer un transfert. Vous avez aujourd'hui un destinataire, donc un acteur par exemple qui est situé, je ne sais pas, aux États-Unis, automatiquement Dastra va vous suggérer d'ajouter un transfert vers cet acteur puisqu'il va vous dire: «Ah, nous avons détecté que cet acteur est aux États-Unis. Est-ce que les données que vous lui transférez, par exemple, dans le cadre de la prestation de service qu'il vous rend, par exemple si c'est un sous-traitant, est-ce qu'il y a un transfert qui est réalisé?» Le transfert, n'oublions pas que c'est une obligation aussi dans le cadre de la mise en place du registre. Donc, vous devez les documenter dans votre registre. L'article 30 le prévoit de manière obligatoire. Tant que vous n'avez pas renseigné les transferts, ou en tout cas vérifié que les transferts sont bons, eh bien, vous n'aurez pas derrière renseigné le registre de manière conforme. Vous avez également dans Astra la possibilité de revisualiser tous ces transferts dans ce module. Il y a un onglet transfert justement où vous allez voir sur une map monde donc la possibilité de visualiser l'ensemble des flux transfrontières, donc qui vont partir heu, d'un point de départ, par exemple la France, vers les différents pays dans lesquels les transferts sont opérés. Vous pouvez également les piloter en travers les pays, à travers les types de garanties utilisées, voilà, vérifier qu'il s'agit de pays adéquats ou non adéquats, et également sur tout le périmètre finalement du registre, donc à travers les différentes unités organisationnelles, dans lequel vous placez aussi ces traitements et ces transferts. L'intérêt pour vous, ça va être aussi de pouvoir prioriser les actions à réaliser sur les traitements qui concernent les transferts, mais aussi de pouvoir faire aussi l'inventaire de tous ces transferts et derrière s'assurer que les éléments sont bons. Voilà, vous avez ici un exemple de mapmonde, de carte où on peut voir voilà, les transferts sous cette forme-là visuelle. Vous avez également la possibilité de les avoir sous une forme de liste. On va également pouvoir retrouver facilement les contrats, avec, Dastra. L'idée, ça va être aussi d'associer toujours des transferts vers d'autres acteurs. On l'a vu, c'est une des conditions de la réalisation d'un transfert, c'est qu'il faut que le transfert soit vers un autre organisme qui a cette qualité de responsable de traitement, de sous-traitant. Ça va être nécessairement un acteur dans Dastra auquel vous allez pouvoir ajouter aussi un un contrat. La plupart du temps, ces transferts seront encadrés dans les DPA, les Data Protection Agreements, qui vont aussi prévoir ces choses-là. Vous allez pouvoir centraliser, vous allez pouvoir retrouver aussi, filtrer tous vos acteurs en retrouvant ceux qui ont un DPA et la date de signature. Vous retrouverez sur chacun des acteurs aussi la possibilité d'ajouter les éléments documentaires sur ces contrats à travers notamment le contrat, mais également d'autres éléments complémentaires. S'il y a eu des analyses, par exemple, qui sont réalisées sur le transfert, sur les conditions de réalisation, s'il y a des annexes documentaires, vous pourrez les ajouter à ce niveau-là. Vous pouvez également associer pour chacun de ces acteurs, par exemple, ou chacun de ces traitements pour lesquels vous allez ramener des transferts, ajouter des questionnaires qui vont vous aider donc à identifier les bonnes bases, légales, les bonnes garanties juridiques à utiliser, pour encadrer ce transfert. Dans Dastra, vous avez aussi la possibilité donc d'utiliser des audits et donc d'associer des audits donc sur, ces éléments pour pouvoir documenter donc le fait que vous avez bien donc mis en place et donc réfléchi aux bonnes questions pour pouvoir,
travailler sur ces transferts. Troisième élément qu'on va pouvoir identifier avec Dastra, c'est les mentions d'information. On a vu que c'est des éléments obligatoires. Donc, vous pourrez ajouter également les éléments d'information qui sont apportés sur, bon, aux personnes concernées dans chacune des fiches de traitement. Il y a une étape qui est dédiée justement au dépôt de documentation, de documents. Par exemple, vous pouvez tout à fait donc stocker soit sous la forme d'une capture d'écran, soit sous la forme du document directement, du formulaire, du document sous un format texte, l'information qui est délivrée aux personnes dans le cadre de ce traitement qui va donc pouvoir vous justifier de la bonne documentation que vous avez mis en place. Et enfin, on l'a vu, les transferts, donc travailler sur un mode collaboratif. L'intérêt, évidemment, c'est de ne pas être tout seul, en tout cas à piloter cette activité. Ce pilote, évidemment, va devoir faire appel aux métiers qui, eux, sauront quels sont, d'une part, les outils utilisés, mais également donc, les conditions d'utilisation de ces outils. Vous pouvez travailler donc en manière collaborative à travers de la gestion de tâches, de la gestion d'un historique. Vous pouvez aussi utiliser des commentaires pour favoriser les échanges entre les différents utilisateurs qui vont vous permettre donc de suivre l'avancement de ces transferts, l'avancement donc du suivi de la conformité au travers de ces éléments. L'idée, encore une fois ici, c'est de pouvoir échanger facilement, de manière intuitive, avec d'autres utilisateurs de Destra, pour pouvoir travailler avec les métiers et donc avoir une vue exhaustive de ce qui se passe. Voilà. D'accord, donc si on récapitule un petit peu, en fait, avec Dastra, on peut cartographier tous les transferts, on peut gérer, retrouver facilement tout ce qui est contrat, DPA. On peut également ajouter tout ce qui est procédure interne à l'organisme et également avoir une gestion collaborative, en fait, au niveau de ces transferts. Voilà, exactement, tout à fait. On arrive sur la fin et on va pouvoir prendre les questions-réponses. Voilà, précision, Dastra, évidemment, ce n'est pas que un module registre qui va permettre de cartographier les transferts. Ça va vous permettre de faire d'autres éléments, à la fois tenir le registre des activités de traitement, mais également gérer les AIPD, les analyses d'impact, faire des audits, gérer les exercices de droit, les violations, voilà, gérer les risques, donc cartographier vos données et véritablement piloter l'ensemble des éléments nécessaires au RGPD. Je vous ai mis ici quelques liens donc intéressants, les liens vers les lignes directrices sur la notion de transfert, les mesures supplémentaires. Nous avons fait un article justement un peu plus détaillé sur les transferts, si vous voulez vraiment aller plus loin sur ce sujet pour en particulier avoir un aperçu des mesures complémentaires que vous pouvez mettre en place, en savoir un peu plus sur le futur accord aussi. Il y a eu de la documentation quand même qui a été produite par les parties concernées sur ce sujet. Et il est 41, c'est très bien, on peut aborder la phase de questions-réponses. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, on avait une question par rapport à la Suisse au début, quand on évoquait les transferts, les décisions d'adéquation, il me semble. Ouais. Alors, la Suisse, ne fait pas partie, en tout cas du périmètre, donc Union européenne, espace économique européen. La Suisse, il me semble, a donc une décision d'adéquation, donc transférer les données, dans ce pays. La liste des États mem des pays, justement qui font l'objet d'une décision d'adéquation, vous allez la retrouver, dans cet article dont je vous parlais tout à l'heure, que vous recevrez donc, on vous l'enverra à la suite donc de ce webinaire pour vous aurez le lien notamment. Alors dans le cas où il y a une
communication de données personnelles, mais simplement à titre informatif et non dans un objectif de traitement de ce pays tiers et sans transfert. Ce qu'il faut vraiment, c'est repartir de la définition, qu'on a évoquée tout à l'heure, qui, véritablement va désigner un transfert si on répond à ces 3 critères cumulatifs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait un acteur importateur, exportateur qui soit soumis au RGPD, un autre acteur, qui ait cette qualité de responsable de traitement ou de sous-traitant, pour recevoir les données et les traiter à nouveau. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette notion de retraitement, on va dire, avec, cette qualification, d'acteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une fois qu'on va retraiter les données, qui sont transférées, on va, d'une certaine manière, être soumis aux dispositions aussi, du RGPD. Donc en fait, on voilà. Donc si jamais c'est simplement informatif, ça dépend vraiment du cas de ce qu'on parlait, c'est est-ce qu'il y a un nouveau traitement derrière? Et est-ce qu'on est dans le cadre d'un traitement vers un autre responsable de traitement ou sous-traitant? Alors, je prends les questions un peu à la suite. Est-ce qu'il y a un transfert donc, notamment, voilà, Microsoft France, service d'hébergement cloud garanti sur le territoire européen. Bah, si c'est garanti sur le territoire européen et que les données ne transitent pas, en dehors de l'Union européenne, il n'y a pas de transfert nécessaire, puisque, là, la question qui va se poser, et qui n'est pas celle à proprement parler vraiment d'un transfert, même si on pourrait aussi considérer qu'il y a en tout cas les données qui sont récupérées par des autorités, notamment américaines, là pour le coup. Ça va être la question du Cloud Act. Et donc là, effectivement, il y a aussi la possibilité d'avoir des mesures complémentaires qui pourraient encadrer, en tout cas des mesures de sécurité complémentaires qui pourraient s'assurer que les garanties, que le Cloud Act, en tout cas que les éléments, les accès par les autorités tierces ne soient pas, enfin en tout cas, soient encadrés. Donc ça effectivement, le contrat avec Microsoft France, par exemple, peut prévoir un certain nombre de choses. Voilà, est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, un transfert, un employeur OYO doit répondre aux mêmes exigences qu'un transfert à un sous-traitant. Que ce soit un transfert, un sous-traitant ou un employé, mais qui est dans un autre, qui fait partie d'un autre responsable de traitement, on va être, effectivement sur un transfert. Si jamais effectivement l'employé, les traitements qu'il met en place sont de toute façon sous le même traitement, on ne sera pas dans une qualification de transfert. Ce qu'il faut dans le transfert, ce qu'on a vu, c'est qu'il y ait une transmission d'un responsable de traitement vers un autre. Donc si on reste sur le même responsable de traitement, dans tous les cas, on est soumis de toute façon aux dispositions du RGPD. Donc on doit mettre en place un nombre de garanties qui répondent au RGPD, sans avoir besoin de se préoccuper du transfert. Alors Google Analytics 4, je ne suis pas suffisamment spécialiste de Google Analytics 4 pour, répondre sur ce sujet. Je pense que Google va communiquer et a déjà communiqué dessus. Évidemment, Google, l'intérêt est d'avoir une solution qui va, répondre aux exigences du RGPD et de ces éléments-là, donc on peut s'attendre à des éléments. Je ne crois pas qu'en l'espèce, Google Analytics 4 soit aujourd'hui suffisamment, en tout cas bien documenté et suffisamment clair dans son paramétrage pour répondre, aux obligations, et donc à l'absence de transfert. Toute la question, ça va être aussi de l'anonymisation. En tout cas, ce qui est important de retenir, je pense, c'est que Google espère évidemment beaucoup sur une décision d'adéquation et donc de ce point de vue-là, et puis, heu, que Google n'est voilà, et vraiment dans de ce point de vue-là, et que, j'ai appris que finalement Google avait aussi fait une demande pour être exempté de consentement auprès de la CNIL, que c'est quelque chose qui est en cours d'instruction. Donc, peut-être qu'un jour, ils auront, cette exemption, si jamais ils répondent évidemment aux conditions. Alors tout dépendra, je pense, du paramétrage qui sera amené à faire sur Google Analytics.
Voilà, ensuite, dans le cas où un sous-traitant de rang 2 se situe en dehors de l'Union, il faut dire que l'exportateur adopte les CCT. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les garanties qui doivent être apportées sont toujours entre un exportateur et un importateur. L'exportateur, bah, si c'est le sous-traitant donc de rang 2, c'est lui qui doit avoir ces garanties. Évidemment, en tant que responsable de traitement, on doit aussi par contre s'assurer que le traitement donc est bien conforme, y compris dans les différents éléments, dans les différentes acteurs qui vont être amenés à utiliser les données derrière. C'est pour ça aussi que les contrats prévoient notamment des autorisations soit générales, soit spécifiques sur l'utilisation de sous-traitants et les conditions d'utilisation de sous-traitants ultérieurs, pour le coup, dans le cadre des traitements. Alors je balaye encore un peu, on va essayer, il y a beaucoup de questions, je peux pourquoi ton n'est pas considéré comme répétitif. Voilà, alors si Google Analytics, je sais pas, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était pas répétitif? Si, si, je pense que c'est répétitif, c'est pour ça que je pense pas qu'on puisse rentrer dans l'exception. Focus sur les CCT, la modularité. Alors, les les clauses contractuelles type de l'Union européenne, c'est un sujet à part entière. Je pense qu'on pourrait faire un webinaire entier, il y en a déjà eu. C'est pas forcément l'objet aujourd'hui. Hem Effectivement, elles sont un peu cossues, elles fonctionnent de manière modulaire, donc elles permettent notamment de pouvoir, couvrir plusieurs cas d'usage, et en particulier, on l'a évoqué, les questions de sous-traitants, en tout cas les questions de qualification des acteurs, que ce soit des responsables de traitement ou sous-traitants. Voilà, donc le micro c'est fait. En effet, voilà, bon, très bien. Alors, mon transfert à des CCT en place via la clause d'adhésion. Alors là, on est sur la clause d'adhésion justement dans les clauses contractuelles type de l'Union européenne, qui sont modulaires. Alors il y a des possibilités de rattacher, de se brancher, on va dire, heu, à ces clauses, donc selon les conditions prévues dans le contrat. Je pense que là-dessus, on va pas forcément rentrer dans le détail. En tout cas, j'ai pas là, maintenant tout de suite le détail. Je peux pas apporter la réponse. OK, voilà. Et puis, on va s'arrêter sur cette dernière question. J'ai un employé aux USA, je peux lui transférer des DP en me reposant sur des BCR et attendre que la CNIL me donne un avis favorable 12 mois. Alors non, effectivement, les BCR, c'est quelque chose qui doit être fait en amont. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'encadrer les transferts, dans, pour que les transferts soient encadrés, effectivement, les dispositions d'encadrement soient prises avant la réalisation du transfert, bien évidemment. Hein, donc on ne peut pas faire le transfert, demander les BCR et attendre l'avis favorable de la CNIL 12 à 16 mois plus tard. A priori, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut trouver d'autres moyens d'encadrement de ces transferts et y compris, il faut aussi avoir en tête que sur les BCR, on est sous le même, je dirais, le même niveau d'exigence que des clauses contractuelles type quand on va transférer des données vers un pays tiers, de s'assurer que la législation de ce pays, est bien, en tout cas conforme à un niveau équivalent du RGPD. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre en place des mesures complémentaires. Voilà, et un hébergeur de type IaaS est-il un rotateur des données? Heu, c'est la question de la sous-traitance, c'est ça. Voilà, à partir de quel moment on va le considérer comme un sous-traitant, si jamais et puis après l'utilisation des données qu'il va en faire. Ça, c'est une question, plus spécifique, voilà, et je peux que vous renvoyer au code de conduite, donc qui a été approuvé par, notamment la CNIL sur ce sujet. Très bien, et ben, on arrive, au bout de ce webinaire. Je pense qu'on a eu pas mal de petites questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais on va s'arrêter là. Ce que je propose, si vous avez d'autres questions, bah, vous pouvons continuer les échanges, vous pouvez nous envoyer, un email ou aller directement sur le chat, et puis, sachez que de toute façon, nous remettrons ce webinaire en replay, et puis nous en referons d'autres. Nous n'avons pas encore le sujet pour le prochain. Heu, nous gardons aussi la petite surprise, mais en tout cas, on en aura un régulier. On en aura un aussi dans les semaines à venir, heu, de manière assez proche. Voilà.
Eh bien, je vous dis à très bientôt. Estelle, si tu as quelque chose à ajouter? Non, mais merci à tous, merci pour votre réactivité, vos questions et puis votre écoute. Et puis merci à toi, Ouais, Jérôme, pour tes explications. bah, je vous en prie, j'espère que j'ai fait clair et puis sachez qu'on oui, on peut vous transmettre la présentation, donc il suffit de nous faire la demande, ultérieurement et puis, voilà. On vous dit à très bientôt pour un futur webinar ou dans un salon si vous voulez venir nous voir. Au revoir. Bonne journée à tous, au revoir.